Bonjour, aujourd'hui on va explorer les troubles anxieux. Alors les troubles anxieux c'est un monde, c'est explorer l'âme humaine en fait, explorer le trouble anxieux. On appelait avant ça la folie du doute. Alors on appelait ça la folie du doute parce que en fait le mécanisme principal du trouble anxieux c'est le doute, c'est l'inquiétude, c'est la préoccupation. Admettons que, qu'est-ce qui se passe si, comment je vais faire pour, oui mais si ceci, est-ce que cela, et qu'est-ce qu'on va penser si je dis ceci, etc. etc. Donc c'est vraiment un niveau de doute très élevé. On ne peut parler de trouble anxieux que quand il y a un trouble. Et donc je vais vous répéter ce que je vous dis souvent, c'est qu'il n'y a un problème que quand il y a un problème. Donc c'est à nous et aux patients d'identifier si les symptômes qu'il ressent lui posent un réel problème. Alors, je vous rassure, en général, quand les gens viennent nous voir, aller voir le psychiatre, c'est tellement grave, mon Dieu, qu'en général, ils ont déjà un vrai problème, malheureusement. Alors malheureusement et heureusement, parce que ça, en fait, le trouble anxieux, ça soigne quand même très bien. En tout cas, quand on compare la qualité des soins et le résultat obtenu à d'autres grands troubles chroniques en médecine, on a de la chance en psychiatrie, on a des traitements qui fonctionnent plutôt bien. Donc le trouble anxieux, la folie du doute, on a dit qu'il fallait qu'il y ait quand même un certain seuil de gravité pour vraiment retenir le diagnostic. Alors qu'est-ce que c'est vraiment? Donc, c'est un excès de doute, donc il doit y avoir vraiment un doute qui doit être envahissant en termes vraiment de temps et de temps de cerveau disponible, comme dirait Étienne Moujotte. Ça doit vous prendre beaucoup de temps de cerveau disponible et il doit y avoir un envahissement émotionnel. C'est-à-dire que, à la limite, le vrai problème du trouble anxieux, c'est l'envahissement émotionnel. Parce que douter beaucoup, s'il y a peu d'affect, et s'il y a peu d'émotions face à ces doutes-là, ça reste tout à fait gérable. Et c'est même, à vrai dire, plutôt une qualité, il faut le reconnaître. Le doute, c'est avant tout une qualité de l'espèce depuis des milliers et des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, et c'est même une qualité des mammifères depuis des millions d'années. Donc, le doute, le vrai problème, c'est le niveau d'envahissement émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les doutes que j'ai, qui peuvent être peu nombreux ou très nombreux, vont venir m'impacter au niveau de mes émotions, de mes sentiments, d'une manière que je ne vais pas réussir à gérer et qui va être délétère pour moi. Donc, je répète, douter, c'est souvent douter énormément, ce qui peut ne pas être un problème, sauf si il y a un niveau d'envahissement émotionnel trop élevé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un niveau d'envahissement émotionnel trop élevé? C'est quand les doutes que vous avez vont vous prendre tellement la tête que ça va éventuellement jouer sur votre confiance en vous, sur votre morale. Vous allez être bloqué, vous n'allez pas pouvoir faire des choses. Ça va vous faire énormément procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain. Ça va vraiment avoir ça va être dysfonctionnel pour vous. C'est-à-dire que là où les doutes sont censés vous être utiles pour éviter notamment les dangers ou pour anticiper des problématiques, eh bien là, plutôt que d'éviter le danger ou anticiper des problématiques, ça va vous ralentir dans ce que vous êtes censé faire et ça va presque vous créer un danger. Si vous doutez de trop, alors j'ai un exemple un peu ridicule, mais vous allez comprendre l'idée. Si vous doutez de trop avant de traverser, vous ne traverserez jamais, d'accord ? La route, le passage piéton. Si vous doutez pas assez, vous traversez n'importe quand et vous serez mort. D'accord ? Donc, si vous doutez de trop et que ça vous prend émotionnellement énormément, eh bien, vous allez regarder pendant des heures à droite, à gauche pour savoir s'il faut traverser et voilà, ça va vous handicaper, ça va être un vrai problème. Si je me demande ce que vous pensez de mes vidéos et que j'essaie de me remettre en question, etc., de savoir comment je peux faire au mieux, est-ce que le son est bon, est-ce que le contenu est bien, est-ce que je ne devrais pas faire comme ci ou comme ça, c'est plutôt utile, ça va me permettre éventuellement de faire des meilleures vidéos. Mais si je me dis en permanence, mon Dieu, et si ça ne leur plaît pas, et si j'ai un commentaire négatif, et si j'ai un pouce vers le bas, et comment je vais faire, etc., ben en fait, je ne ferai pas de vidéo. Alors, c'est dommage parce que c'était un de nos objectifs pour l'association Foot Normandie de faire des vidéos. Donc ça va nous empêcher de réaliser un de nos objectifs. Un doute en excès qui est envahissant sur le plan émotionnel, c'est un problème. C'est un problème qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est pas parce que tout le monde doute, ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas forcément en pleine confiance sur ce qu'il fait, etc., que
que du coup, le trouble anxieux n'existe pas et que c'est normal. On entend vraiment trop souvent, et de la part même parfois de certains professionnels, l'idée que, en fait, oui, c'est normal, moi aussi je doute. Moi aussi, comme si, il fallait toujours comparer à eux-mêmes. Bon, c'est un peu étonnant. S'il y a un problème, il y a un problème. Si ça devient envahissant, eh bien, il y a un trouble anxieux. Et il faut donc le prendre en charge, et encore une fois, on est plutôt bien équipé pour traiter le trouble anxieux. Alors, dans les troubles anxieux, on a plusieurs types que nous on retient en psychiatrie, mais vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est plus compliqué et plus simple en même temps, parce que tout ça, ça reste dans la famille des troubles anxieux. Alors, vous avez le trouble anxieux généralisé, qui est vraiment très fréquent. C'est le fait de douter de tout le temps, et d'avoir un... Voilà, c'est un peu ce que je vous ai décrit, c'est le trouble anxieux de base, entre guillemets. La plupart des gens qui ont les autres troubles du trouble anxieux ont aussi un trouble anxieux généralisé. Donc, c'est je doute de tout le temps. Avec vraiment un vrai retentissement. Un autre trouble anxieux, par exemple, c'est le trouble panique. Le trouble panique, qu'est-ce que c'est? C'est de faire des attaques de panique, des crises d'angoisse, comme on disait avant, de manière fréquente, répétée sur plusieurs mois. Une crise d'angoisse, c'est, vous savez, j'ai un niveau d'envahissement émotionnel qui monte très très fort d'un coup, avec vraiment un sentiment de panique interne. J'ai le cœur qui bat, je tremble, j'ai des sueurs, je me sens vraiment très mal, j'ai plein d'idées bizarres en tête, j'ai envie de fuir, j'ai du mal à respirer, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois psychique et physique, c'est très impressionnant. C'est paroxystique pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ensuite ça redescend tranquillement. C'est quelque chose c'est une crise d'angoisse, ça, je pense que vous connaissez un petit peu l'idée. Et donc le fait de faire des crises d'angoisse régulièrement, on appelle ça un trouble panique. Les gens qui ont un trouble panique, moi en tout cas, j'ai jamais vu de gens avec un trouble panique qui n'avaient pas aussi un trouble anxieux généralisé. J'ai jamais vu de gens qui faisaient des crises d'angoisse régulières et qui de base ne doutaient pas ou très peu, et étaient vraiment très cool dans la vie et n'avaient pas d'envahissement émotionnel comme dans un trouble anxieux généralisé. Et tout est possible. Vous avez aussi les phobies. Les phobies, par exemple, j'ai peur des chiens, j'ai peur de l'autoroute, j'ai peur des ponts, j'ai peur de je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est donc des phobies un petit peu spécifiques, des peurs particulières. En général, pas toujours, mais elles peuvent créer des crises d'angoisse. Donc éventuellement, on peut avoir un trouble panique qui se déclenche surtout dans un contexte de phobie, par exemple. Si j'ai la phobie de la Station spatiale internationale, il est fort peu probable que j'en souffre beaucoup. Et donc en fait, je ne ferai jamais de crise d'angoisse et je ne ferai jamais de trouble panique à cause de ça. Si par contre j'ai la phobie des chiens et que je travaille en ville ou même à la campagne, peu importe, j'ai un risque quand même un peu plus élevé de croiser des chiens que la Station spatiale internationale. Et donc, je risque de développer éventuellement un trouble panique parce que je vais avoir des crises d'angoisse de manière très régulière à la vue d'un chien. Une phobie ne se résume pas forcément au fait de faire des crises d'angoisse. Il y a des gens qui sont phobiques et qui ne font pas de crise d'angoisse. Alors, comment on peut essayer de caractériser ces patients-là? C'est des gens qui ont une anxiété anticipatoire face à un problème. Par exemple, si j'ai une phobie des araignées, je vais par exemple éviter, je vais avoir une conduite d'évitement, je vais éviter d'aller au sous-sol parce que je pense qu'il y a des araignées. Je vais avoir une anxiété anticipatoire si je suis obligé d'aller au sous-sol pour aller chercher un truc dans le congélateur, je dis n'importe quoi. Parce que en fait, avant même d'y aller, je vais avoir peur d'y aller. Donc je vais avoir de l'anxiété en anticipation de l'anxiété que je vais avoir. Ça s'appelle l'anxiété anticipatoire. Donc je vais avoir des conduites d'évitement, je vais tout faire pour éviter d'y aller, etc. Donc ça, c'est les phobies spécifiques. Vous avez les troubles obsessionnels et les troubles obsessionnels compulsifs. Donc ça, c'est la volonté la volonté, c'est un mécanisme qui consiste à essayer de contrôler absolument ces peurs, ces doutes, ces inquiétudes. Donc pour me défendre contre ces inquiétudes-là, je vais essayer de contrôler les risques. C'est des gens qui peuvent être extrêmement rigides sur certaines choses, qui peuvent s'énerver très fort si c'est pas fait exactement comme ils veulent. S'il y a des fautes d'orthographe, ça va les envahir complètement. Ils vont pas pouvoir lire un document avec des fautes d'orthographe, ça va les rendre dingues. Non pas que on devrait lire avec plaisir quelque chose qui a des fautes d'orthographe, c'est pas ça que je vous dis, mais ça va être vraiment très envahissant. Vous voyez, là c'est intéressant de voir que
il y a un juste milieu. Vous allez avoir voilà, donc des gens qui vont vouloir absolument contrôler les choses, organiser, planifier exactement de la manière dont ils souhaitent. Et puis donc le trouble obsessionnel compulsif, là c'est une étape un peu plus sévère. Enfin, après ça dépend des gens, on va dire, mais c'est vraiment là, par exemple, j'ai peur, je doute d'avoir fermé la gazinière ou d'avoir fermé les lumières. Alors, tout le monde peut douter d'avoir mal fermé la gazinière ou les lumières. On va, on retourne, on vérifie, et donc on ferme si ce n'était pas fermé, ou on constate que c'était fermé. Ben, le trouble obsessionnel compulsif, c'est quand ce doute-là, même après avoir vérifié une fois, deux fois, trois fois, ben ça ne fonctionne pas. On doute encore. Et donc c'est des gens qui vont pouvoir passer des heures à vérifier, à contrôler, à compter dans leur tête jusqu'à un certain chiffre, parce que sinon il va y avoir une catastrophe. Enfin, voilà, ils vont essayer de contrôler leur peur avec des compulsions qui vont les rassurer. Donc soit sur un truc très concret type la lumière, comme je vous ai dit, soit sur un truc très étrange type si j'ai peur qu'il y ait une météorite qui arrive sur Terre, et si je compte jusqu'à 47 en moins de 40 secondes, eh ben, ça n'arrivera pas. Les gens savent très bien que c'est fou. Hein. Il n'y a pas de problème. Ces gens-là ne sont pas fous. Ils sont pas délirants. Ils savent très bien que c'est n'importe quoi. Mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Tout comme ils savent très bien que la plupart des chiens ne vont pas leur poser de problème, ou comme la plupart des araignées ne vont pas les manger. Vous comprenez? C'est-à-dire que là où vous vous êtes dit, oh, celui-là avec les astéroïdes, il exagère quand même, il est un peu dingue. Oui, mais vous avez un peu peur des araignées, ou des souris, ou de je ne sais pas quoi. Et fondamentalement, est-ce que c'est pas au moins aussi dingue? Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est pas rationnel tout ça. Les gens ne sont pas fous. Hein. Ils savent très bien que c'est pas rationnel, mais c'est une peur qui les envahit. Il y a un envahissement émotionnel. Ensuite, il y a d'autres sortes de troubles anxieux, mais ensuite, moi, ce dont je voulais vous parler, qui est très très important, c'est l'expression clinique du trouble anxieux. C'est-à-dire que de ce même trouble anxieux, de ce même noyau de peur et de doute, on peut avoir des symptômes extrêmement différents. Hein. Alors là, on a vu la volonté de contrôle chez l'obsessionnel ou la panique complète chez le paniqueur, mais même dans le fonctionnement et entre guillemets, la personnalité des gens, ça peut être très très différent. On va prendre un exemple concret. Il va vous sembler assez naturel que je vous dise que quelqu'un qui est très anxieux peut douter de lui-même et peut être timide. Je vais dire, oui, évidemment, si je doute de moi, je vais être plutôt réservé, je ne vais pas oser parler, je vais être sur la réserve, etc. Bon, ça vous va jusque-là. Mais si je vous dis que quelqu'un de très anxieux peut être très extraverti, je vais me dire, non, quand on est anxieux, on reste plutôt dans son coin, on est un peu timide, on tremblote dans son coin, et puis on dit bonjour à personne. Et bien, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont développer, indépendamment de leur volonté, vraiment, et souvent pour d'autres raisons associées dans leur psychisme, ils vont développer par exemple une extraversion importante. C'est-à-dire que, comme ils doutent beaucoup d'eux-mêmes, mais qu'ils ont une sorte de petit moteur en eux qui les amène à toujours aller quand même de l'avant, eh bien, ils vont développer une relation aux autres qui va être très extravertie mais très superficielle. C'est-à-dire que, comme ils doutent d'eux-mêmes, ils ne vont jamais vraiment s'exposer sentimentalement, émotionnellement, donc ils vont avoir une relation très superficielle aux gens, ils vont être très volubiles, très extravertis, mais en fait, ce ne sera jamais quelque chose vraiment de sincère. Il y aura toujours une énorme... En fait, c'est quelque part, c'est comme une couverture, hein, comme un agent secret, c'est une couverture. En fait, je projette aux autres quelqu'un qui n'est pas moi pour être sûr qu'il n'accède pas à moi parce que moi, je doute trop de moi-même. Donc, je m'invente quelque part un personnage. C'est pas du tout conscient. Hein. Donc, ne prenez pas ce que je vous dis au pied de la lettre. C'est pas quelqu'un qui dit, tiens, je vais inventer un personnage. C'est vraiment complètement inconscient. Mais du coup, forcément, souvent, les relations finalement qu'ils ont dans cette extraversion, à dire bonjour à tout le monde, etc., finalement, ils sont toujours aussi isolés que les gens timides. Ils n'ont pas plus de relations avec les autres vraies que les gens timides. Simplement, leur modalité de rapport au monde est complètement différente. Donc ça, c'est des exemples. Vous savez aussi l'autre exemple dans l'autre spectre,
qui va être un mec très parano, qui va, alors parano pas dans le sens psychiatrique, qui va se méfier tout le temps, qui va vérifier, qui va faire des enquêtes sur les gens, qui va taper leur nom sur internet pendant des heures et vérifier qu'en fait, s'ils leur adressent la parole, c'est pas parce que en fait, ils font partie d'une organisation concurrente de la leur, d'une entreprise voilà, concurrente qui essaie d'avoir des infos, donc sans que ce soit délirant, hein. On ne parle pas de parano au sens délirant du terme, c'est vraiment quelqu'un de suspicieux, quoi, qui ne peut pas imaginer que simplement les gens viennent vers lui et lui parlent, quoi. Donc vous avez le timide, vous avez le suspicieux, puis vous avez l'extraverti. Et fondamentalement, le noyau là-dedans, dans tout ça, c'est toujours le doute. Après, il y a des raisons qui vont faire, dans le psychisme d'un individu, qui vont faire qu'on va plus aller vers l'extraversion, plus vers l'introspection, l'intimité, ou plus dans la suspicion. Et je vous donne que 3 exemples sur 1 million. C'est un monde, le trouble anxieux. Le doute, c'est un monde. C'est vraiment tellement intrinsèque à l'espèce, on ne peut pas distinguer le... voilà, ça nous envahit entièrement. Enfin, ça nous envahit. Ça prend... La totalité de notre psychisme tourne autour de ça. Donc, c'est fondamental. Donc, vous voyez cette différence aussi dans le fonctionnement des individus. On a parlé des différents troubles anxieux, mais au-delà de ça, hein, il y a des différences dans le fonctionnement des individus. Donc, pour résumer, le trouble anxieux, c'est quelque chose de très vaste, de très fréquent. On considère qu'il y a 12 à 15% de la population qui, à un instant T, souffre d'un authentique trouble anxieux, quel qu'il soit, sur le plan psychiatrique, qui nécessiterait une vraie prise en charge. Après, le reste de la population expérimente à certains moments, mais sans que ce soit trop envahissant, ce qu'est l'anxiété, évidemment. Pour les gens qui donc remplissent les critères de troubles, les prises en charge sont vraiment très efficaces. On pourra faire éventuellement une vidéo si ça vous intéresse sur la prise en charge du trouble anxieux. Donc j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me mettre un petit peu vos questions, vos commentaires donc dans la section commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Bye.